Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Aujourd'hui, on reçoit M. Martin Paquet, professeur d'histoire à l'Université Laval. M. Paquet se spécialise en anthropologie historique et s'intéresse à l'histoire politique et culturelle de 1791 à aujourd'hui. Il va nous parler aujourd'hui d'un épisode déterminant de notre histoire, une série d'événements qui ont littéralement métamorphosé le Québec, qui nous ont placés sur la voie du progrès, autant sur le plan politique que sur le plan social. Cette période a contribué à forger l'identité des Québécois et à prouver que le changement est possible, même sans avoir recours à la force, ou presque. Aujourd'hui, on va parler de la Révolution tranquille en tant que période qui s'étale de 1959 à 1983. Et si à la fin de cet épisode, vous aimeriez en savoir plus sur le sujet, M. Paquet vient tout juste de publier un livre qui s'appelle « Brève histoire de la Révolution tranquille », disponible aux éditions du Boréal depuis le 6 avril dernier. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Paquet. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec vous, Madame Dufour. J'aimerais qu'on commence par s'attarder à l'expression « révolution tranquille ». Ce sont deux termes contradictoires qui soulèvent la curiosité et on se demande comment une révolution peut-elle être tranquille. Alors, Monsieur Paquet, pouvez-vous nous expliquer d'où vient l'expression révolution tranquille et pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Eh bien, lorsqu'on parle de la Révolution tranquille, effectivement, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire ces deux termes qui sont contradictoires dans un seul mot. Et les contemporains de la Révolution tranquille, dans les années 60-70, étaient tout à fait conscients de cette contradiction qui était présente entre une révolution, c'est-à-dire un changement brusque dans le temps, d'une condition à une autre, et qu'elle soit tranquille, c'est-à-dire qu'elle se fasse d'une part sans violence, mais qu'elle se fasse à la manière d'une évolution. D'ailleurs, le grand sociologue Fernand Dumont parlait ici d'une révolution culturelle. Et un autre sociologue, Jean-Philippe Warren, parlait ici d'une évolution bruyante. Donc, ce sont deux éléments qui caractérisent la Révolution tranquille parce que il n'y a pas nécessairement, l'historien que je suis ne voit pas nécessairement de différence entre, si on prend par exemple la date de la mort de Maurice Duplessis comme étant le début de la Révolution tranquille, c'est-à-dire le 7 septembre 1959, ou encore l'élection de Jean Lesage. Certains privilégient cette date-là, celle du 22 juin 1960. Eh bien, ce qui se passe avant le 5 septembre 1959 et le 8 septembre 59, eh bien, il n'y a pas beaucoup de changements, ou encore entre le 20 juin 1960 et le 24 juin 1960. Il n'y a pas beaucoup de changements évidents, sauf la mort d'un individu dans le premier cas ou l'élection d'un gouvernement dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on... Mais par contre, les contemporains sont très soucieux de leur rapport au temps. Donc, lorsque Maurice Duplessis meurt, il y a visiblement un constat qui s'établit en disant ce premier ministre-là était très longtemps au pouvoir, il est décédé, c'est la fin d'une époque. Et ça, on retrouve ça un peu partout. Mon collègue Stéphane Stafford et moi avons fait des enquêtes justement sur les occurrences du mot révolution tranquille et aussi sur le rapport au temps qui se faisait. Donc, le rapport au temps, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'une période, qu'est-ce qu'une époque? Eh bien, il y a une époque nouvelle qui apparaît parce que c'est la fin d'une période. Et on est très sensible à ça en tant que tel. Sauf que, pour dire que c'est une révolution, il faut donc voir s'il y a des éléments qui se transforment de manière brusque et de manière profonde dans une société. Des éléments qui relèvent pas seulement que de la vie des individus, de l'élection d'un gouvernement, mais par exemple, s'il y a des changements structurels sur le plan de
la société? Est-ce que la société se transforme de manière majeure? Est-ce qu'il y a des changements économiques majeurs qui se produisent? Est-ce qu'il y a des changements politiques majeurs et culturels majeurs qui se produisent? Eh bien, il y a des changements, mais ces changements-là ont débuté un peu auparavant ou, encore une fois, vont débuter après. Donc, mais en 1963, lorsque Ottawa Citizen, parce que c'est la première mention de Quiet Revolution, ça apparaît justement dans un journal anglophone, c'est un journaliste anonyme qui dit, ben écoutez, il y a une révolution tranquille, une Quiet Revolution au Québec, parce qu'il remarque que justement qu'il y a des changements qui sont présents. Dès l'élection de Jean Lesage, on va parler de révolution, par contre. C'est le verdict, par exemple, du journal Globe and Mail le 24 juin 1960. Eh bien, le Globe and Mail considère qu'il y a une révolution au Québec parce que ce n'est plus le gouvernement de Maurice Duplessis, le gouvernement unioniste, excusez-moi, à l'époque c'était Antonio Barrette. Donc, le gouvernement unioniste est renversé, c'est un gouvernement libéral. Donc, étant donné la présence de l'Union nationale au pouvoir depuis 1944, eh bien, on considère ça comme étant une révolution. Mais qu'elle soit tranquille, c'est à partir de 1963, ça va être repris, entre autres, assez rapidement du côté francophone. Le magazine Maclean, l'ancêtre du magazine d'actualité, va le mentionner assez rapidement, par exemple. Et des gens comme André Laurando, par exemple, vont reprendre également cette expression-là dès les années 1963-64. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une révolution qui est tranquille. Il n'y a pas d'effusion de sang, ça s'inscrit dans certaines continuités, mais par contre, il y a une prise de parole qui est particulièrement grande parmi les contemporains à l'époque. Et ça, cette prise de parole-là, elle détonne. Et c'est pour ça qu'on va parler justement de révolution. Une révolution à la fois qui est tranquille. On sait qu'à l'aube de la Révolution, c'était la grande noirceur. Le Québec était plongé dans une période où les valeurs étaient très conservatrices, très traditionnelles. Mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur précis à la Révolution ou est-ce que c'était seulement un ras-le-bol général au sein du peuple? Donc, quel était l'élément déclencheur de cette révolution? Bon, je ne sais pas si on peut parler de ras-le-bol. On parle visiblement d'une volonté de changement. Bon, je vais faire attention à ce qu'on entend par grande noirceur à l'époque de Maurice Duplessis. Il ne faut pas oublier que la grande noirceur, ce sont ses adversaires libéraux qui ont attribué justement à l'idée du gouvernement, de la présence d'un gouvernement qui était très longtemps au pouvoir, l'image de noirceur. Mais les contemporains de l'époque, très souvent, vont dire, ben écoutez, nous, on se reconnaît pas dans le portrait un peu diabolisé que les libéraux vont faire de l'époque du Plessis, en disant, ben regardez, c'est même l'époque de la télévision, c'est même l'époque du cinéma, c'est la société de loisirs qui commence à se développer, c'est le développement des banlieues. Ce sont tous des éléments qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des éléments qui sont structuraux, des éléments qui relèvent du changement socio-économique qui sont présents. Par contre, ce qui se produit de manière importante à partir de la Révolution tranquille, ce sont les enfants qui sont nés dans l'après-guerre, ce qu'on appelle les baby boomers. Eh bien, les baby boomers, désormais, cette nouvelle génération, parce qu'il y a une augmentation démographique qui se constate après la guerre, puis il faut dire également que la période précédente, celle de la grande crise, a marqué toute une génération également. Eh bien, il y a ces enfants qui sont nés après-guerre, ben, ils vont de plus en plus à l'école. Ils s'expriment de plus en plus par la télévision, par la radio, par les mutations culturelles, l'importance de la musique, par exemple, l'importance de la mode, le port du jeans, le port de la mini-jupe, par exemple. Ou encore, c'est aussi, bon, cette volonté de s'exprimer qui se manifeste de manière parfois très turbulente. Et bon, et ça, les années 1960, elles sont marquées par cette génération de baby boomers qui, justement, prennent la parole de manière publique. Et bon, ça, je vous dirais que moi je suis un historien, j'observe des périodes sur longue durée.
Donc, quand on observe ça sur une longue durée, c'est des phénomènes assez fréquents d'avoir une cohorte de jeunes qui contestent ce qu'on appelle l'ordre établi, l'hégémonie des choses en tant que telles. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'à l'époque de la Révolution tranquille, cette nouvelle cohorte de jeunes conteste justement ce qui apparaît comme étant l'ordre établi. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que par la suite, justement, ces jeunes qui sont devenus vieux, eh bien, vont connaître également une contestation, également, par les années suivantes. Mais pour la Révolution tranquille, il y a vraiment une volonté ici de prendre la parole qui est importante. Et la Révolution tranquille, d'ailleurs, il faut donc la situer. Il faut la situer dans le temps. Et mon collègue Stéphane Savard et moi, nous avons un certain recul par rapport à l'événement. Une chose qui est particulièrement importante en histoire, c'est de cerner justement une période en fonction d'un phénomène majeur. Et nous, ce qu'on a remarqué, ce qui caractérise la Révolution tranquille, c'est le rapport, comme nous sommes des historiens du politique, c'est le rapport avec l'État. Comment on se représente l'État provincial? Comment on se représente l'État du Québec? Eh bien, il y a un consensus, une hégémonie qui est présente. Eh bien, ce consensus-là, c'est de dire que l'État québécois est le moteur du développement. Et ça se développe essentiellement à partir du décès de Maurice Duplessis, d'une part. Donc, on voit par exemple, bon, son successeur, Paul Sauvé, semble-t-il, n'aurait pas dit le fameux désormais, mais il y a une volonté de faire rupture dès Paul Sauvé. Puis ensuite, les gouvernements suivants, les gouvernements Lesage, Johnson, et on va poursuivre parce que cette volonté de faire changement, elle se poursuit jusque, selon nous, en 1983. En 1983, c'est à l'époque du gouvernement de René Lévesque, c'est la grande récession des années 1980, l'après-référendum, et surtout l'adhésion du gouvernement Lévesque à des principes qu'on considère désormais néolibéraux. On craint la dette budgétaire et à ce moment, avec la loi 111, qui est adoptée en février 1983, où justement le préjugé favorable aux travailleurs que le gouvernement Lévesque avait, eh bien, il est mis à mal, il est contesté de manière très importante avec justement une loi spéciale qui oblige les travailleurs du domaine de l'enseignement à retourner au travail. Et c'est à ce moment-là que, selon nous, et d'ailleurs, les contemporains en 1983 auront le même réflexe que ceux qui l'ont dit, qui ont vécu la fin du régime Duplessis, qui ont vu la mort de Maurice Duplessis. En 1983, on va dire, eh bien, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Quelqu'un comme Marcel Aubu, qui est président des Nordiques, va dire, ah bien, écoutez, c'est la fin de l'État-providence, d'une part. Les syndiqués du domaine de l'enseignement vont dire, nous avons investi dans le domaine de l'enseignement, de nos rêves, de nos passions, et ainsi de suite. Eh bien, cette loi spéciale, c'est la fin d'une époque. Donc, vous voyez ici, c'est le rapport à l'État et cette conviction que l'État est un moteur, le moteur du développement. C'est ça qui caractérise la Révolution tranquille. Et c'est ça qui, selon moi, caractérise cette période de 1959 à 1983. Qui dit révolution dit changement, et le Québec en a connu beaucoup durant cette période. Je dirais qu'on peut les séparer en deux catégories, corrigez-moi si je me trompe. Je dirais qu'il y aurait les changements politiques et les changements d'ordre plus identitaire. Mais j'aimerais vous laisser le soin de nous parler de ces changements, M. Paquet. Alors, commençons par les changements du domaine politique. Quelles ont été les transformations politiques durant cette période? Eh bien, le changement le plus important découle justement de cette conviction que l'État est le moteur du développement. Premièrement, ce n'est pas n'importe quel État, c'est un État-providence. Il faut bien comprendre l'origine de l'État-providence à partir de la grande crise économique des années 1930. À partir des années 1930, on se rend compte que le cycle de reprise et de dépression économique se poursuit sans cesse. Donc, il faut avoir un mécanisme pour réguler ces changements brusques de l'économie parce qu'ils ont des impacts considérables sur le développement social, ils ont des impacts considérables sur les familles, sur les citoyens, les citoyennes, et ainsi de suite.
Donc, une de ces solutions va venir justement d'un économiste britannique qui s'appelle John Maynard Keynes. John Maynard Keynes va suggérer, pour assurer le pouvoir d'achat des consommateurs, pour éviter justement les désordres de l'économie, il faut donc avoir une institution qui fasse de la régulation, qui régule, qui assure des règles là-dedans. Et ça, cette institution-là, c'est le rôle de l'État. L'État peut faire ce rôle-là grâce à ses programmes sociaux. Et ces programmes sociaux sont particulièrement importants. Vous avez, par exemple, des programmes comme, à l'époque, on appelait ça les allocations nécessiteuses, mais par la suite, ce sera les pensions de vieillesse. Par la suite, ce sera également aussi l'assurance chômage. Ça sera aussi ce qui va se développer avec l'assurance maladie. Ça va être aussi des programmes d'accès aux droits socio-économiques qui sont importants. Par exemple, l'accessibilité scolaire est particulièrement importante. Les droits de scolarité, par exemple, qui sont maintenus bas, et c'est un choix politique qui est fait, qui permet justement aux jeunes citoyens et aux jeunes citoyennes d'avoir une formation sans s'endetter de manière épouvantable et ensuite de pouvoir contribuer rapidement à l'économie en tant que telle. Donc, ça, c'est la première transformation, c'est l'avènement de l'État-providence. Et l'avènement de l'État-providence, à l'époque de la Révolution tranquille, c'est par exemple la réforme dans le domaine de l'éducation, où on va créer par exemple les cégeps, on va créer le réseau des universités du Québec, on va transformer le cursus, c'est-à-dire les programmes du primaire, du secondaire, du collégial et de l'université. On va aussi transformer également, c'est la création des polyvalentes, donc à la fois une formation qui soit générale, mais aussi une formation qui soit professionnelle. Donc, c'est un changement considérable, ça. C'est aussi parce que une institution majeure de l'histoire du Québec n'est plus capable d'assumer ses fonctions. Cette institution majeure qui est plus capable d'assumer ses fonctions, c'est l'Église catholique. L'Église catholique est particulièrement endettée dans les années 1940 et 1950 parce qu'ils ont dû investir de manière importante pour créer un réseau d'infrastructures. Et dans les années 60, ils ne sont plus capables de suivre. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans le domaine de la santé, l'Église se retire du domaine de la santé. C'est l'État qui va prendre la place parce que l'État, grâce à ses taxes et à ses impôts, dispose de sommes suffisantes pour assurer à l'ensemble des citoyens, justement, des droits sociaux, c'est-à-dire les droits de se faire soigner, puis sans s'endetter de manière considérable. Donc, l'État-providence, c'est pas seulement l'éducation, c'est aussi la santé. C'est aussi les grands projets. Et ça, les grands projets, par exemple, au Québec, ça se manifeste avec le contrôle de la principale source d'énergie dans le nord-est de l'Amérique, c'est l'électricité. Donc, en 1962, par exemple, on va nationaliser 11 compagnies d'électricité qui vont désormais faire partie d'Hydro-Québec. Et cette nationalisation de ces compagnies d'électricité-là va permettre justement la création de grands projets, le barrage de la Manic, mais surtout, par exemple, tout le complexe de la baie James. Et ce qui permet justement d'être au Québec, d'être relativement autonome en matière d'énergie. Et ça, c'est grâce justement, encore une fois, à l'État-providence. L'État-providence investit dans des grandes ressources et assure, par exemple, c'est en Amérique du Nord l'endroit où le prix de l'électricité coûte le moins cher. Et ce n'est pas pour rien non plus. Donc, vous voyez, il y a toute une série de services désormais que l'État joue. Et là, pour accroître le dernier changement politique qui est important, c'est que cet État-là n'est pas n'importe quel État. C'est l'État du Québec. C'est pas tant l'État fédéral. L'État fédéral, dès les années 40, se développe autour d'une conception d'un nationalisme canadien. Donc, être un Canadien, ça n'est plus être un Britannique comme c'était le cas avant les années 1940. Eh bien, là, il y a toute une série d'enjeux qui se vont se poser au fédéral. Par exemple, qu'on va observer avec la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, la Commission Laurando-Dunton. On va observer ça aussi avec, par exemple, l'adoption d'un drapeau en 1965. On va voir ça en 1969 avec la loi sur les langues officielles et à partir de 1971, la politique du multiculturalisme qui est adoptée et en 1982, la Charte des droits et libertés. Eh bien,
l'État québécois s'inscrit en faux par rapport à ça, parce qu'il tient à reconnaître justement sa spécificité. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un nationalisme québécois qui va se définir et qui va d'ailleurs, on va rappeler très souvent que ce nationalisme québécois va se manifester, entre autres, par la nationalisation de l'électricité, je le mentionnais tantôt, mais aussi par des relations internationales. Donc, on va établir, par exemple, une série de mesures en termes de relations internationales pour faire assurer la reconnaissance de l'État québécois à l'extérieur. Donc, ça va être par exemple le ministère des Relations internationales qui va être créé à l'époque. Il va y avoir tout un réseau de délégations du Québec qui va s'installer également. C'est aussi des querelles de compétences qui ont fait tout le débat constitutionnel des années 60, 70 et 80 en tant que tel. C'est aussi également le contrôle de l'immigration. C'est un débat qui est assez important. C'est une compétence partagée, l'immigration, entre le fédéral et les provinces, selon la loi constitutionnelle de 1867. Eh bien, dès 1968, l'État québécois se donne le ministère de l'immigration pour pouvoir occuper son champ de compétences en tant que tel. Et le mouvement nationaliste, évidemment, ça se manifeste par la montée de l'idéal indépendantiste. Donc, c'est avec la création du Parti québécois en 1968 et l'élection du gouvernement de René Lévesque le 15 novembre 1976, eh bien, vous avez déjà un gouvernement dont le projet, c'est d'assurer à l'État québécois sa pleine souveraineté. Évidemment, le 20 mai 1980, c'est le référendum, le premier référendum. Le résultat est bien connu. 60 des citoyens votent non à un mandat de négocier la souveraineté d'association contre 40 qui votent oui. Eh bien, là, il y a une situation de blocage qui va se manifester et qui ne sera que résolue, si on peut dire, à partir du deuxième référendum de 1995. Donc, les changements politiques, le rôle de l'État. D'une part, un État-providence qui intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine du développement économique, dans le domaine également aussi de la reconnaissance internationale, de l'immigration aussi, et également, c'est un État qui est nationaliste, qui est axé autour du Québec. Ce qui va créer un éclatement important, parce que le nationalisme, avant 1967, se définit par rapport au Canada français. Donc, on parlait du nationalisme canadien-français. Donc, ça veut dire que les Franco-ontariens, par exemple, les Franco-manitobains, les Franco-colombiens, faisaient partie de cette grande nation canadienne-française. Eh bien, lorsque le Québec, les nationalistes québécois se définissent désormais autour du Québec, eh bien, le Canada français, tel qu'on le connaît, n'existe plus. Ce qu'on voit désormais, ce sont des francophonies canadiennes se développer. Et là, ça explique entre autres des relations parfois tendues, souvent malaisées, qui existent entre les francophones de l'extérieur du Québec et les Québécois en tant que tels. Et maintenant, si on aborde les changements d'un point de vue identitaire, c'est-à-dire le sentiment québécois, la manière dont les Québécois se perçoivent, est-ce qu'on peut observer un avant et un après la Révolution tranquille? En effet, mais je vais définir la question identitaire sur 2 points. OK? D'une part, c'est celui de l'appartenance collective, d'une part. Et là, c'est la question, évidemment, de ce qu'on appelle le Canada français, le Canada français s'est constitué autour des années 1840, après la répression qui a été faite contre les patriotes, l'insurrection des patriotes. Donc, c'est l'union des deux Canadas qui est créée. Et là, désormais, les contemporains de 1840 considèrent que c'est important d'avoir une forme collective qui permet de nous protéger. Et c'est à ce moment-là qu'on va définir le Canada comme étant un Canada français. Et le Canada français, à partir de 1840, ce sont des gens qui appartiennent à la même ethnie. Et ce ne sont pas seulement des gens qui vivent au Québec ou même au Canada. Par exemple, il y a beaucoup de Franco-Américains qui font partie de ce Canada français parce que l'événement majeur au 19e siècle, c'est l'immigration vers le sud, l'immigration vers les États de la Nouvelle-Angleterre. Eh bien, cette immigration-là, elle fait partie du Canada français à l'époque. Donc,
Évidemment, avec les générations, ce lien-là se dissout. Et à partir des années 1960, ces liens-là qu'on pouvait être Canadien-Français, par exemple, à Manorville, à côté de Vancouver, à Saint-Boniface, par exemple, au Manitoba, ou à Sudbury, en Ontario, eh bien, ce lien-là se dissout. On a moins de liens avec le Québec à ce moment-là. D'autant plus que le Québec se donne d'un nationalisme autour de l'État provincial. Donc ça, c'est la première rupture. Donc c'est une rupture qui est d'ordre collective, de l'appartenance collective. Mais il y a une rupture qui est encore plus profonde, selon moi, qui apparaît au moment de la Révolution tranquille. Et on peut vraiment parler d'un avant et d'un après. C'est la notion de la citoyenneté. Être un citoyenne, c'est être quelqu'un qui dispose de droits qui sont d'ordre civil, celui d'appartenir à une communauté, politique, celui de participer à une communauté, droit de vote, par exemple. Donc, par exemple, tout le débat sur le droit de vote, le suffrage féminin, le droit de vote des femmes était particulièrement important dans ce débat-là. Mais aussi les droits de s'épanouir dans la société, c'est ce qu'on appelle les droits socio-économiques. Et donc, ce sont des droits comme, par exemple, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit, par exemple, à un environnement qui soit sain. Eh bien, ce qu'on observe au moment de la Révolution tranquille, il y a un changement identitaire important, c'est qu'on a formé de plus en plus des citoyens, des gens qui vont dire, ben écoutez, c'est mon droit, par exemple, d'avoir accès à un système de santé qui soit efficace, dans lequel je ne m'endette pas. C'est mon droit d'avoir également un système d'éducation par lequel je peux acquérir des savoirs qui me permettront de progresser dans la vie. C'est mon droit d'avoir un environnement sain. Donc, la question environnementale, par exemple, qui se développe à partir des années 1960, à partir des années 1960, eh bien, ça relève de cette notion de droit-là. C'est aussi mon droit d'être reconnu. Et ça, c'est important, ça. Donc, ça veut dire, c'est bien des causes qui sont importantes, comme les causes sur les femmes, par exemple. La question de l'avortement, de la contraception, eh bien, ça fait partie de la reconnaissance d'enjeux qui sont spécifiquement féminins et que ces enjeux-là sont des problèmes qui concernent l'ensemble de la communauté politique. Autre exemple que je peux vous donner, c'est le cas, par exemple, l'orientation sexuelle. Tout le débat qui se fait en disant, ben, écoutez, mon orientation n'est pas celle de l'ensemble de la communauté, mais je tiens à être reconnu et je tiens à ne pas être discriminé pour ces questions-là. Les questions relatives, par exemple, aux handicaps, par exemple. Avant, l'handicapé était considéré comme un individu qui était dépourvu d'une capacité. On appelait ça des infirmes pour cette raison-là, en tant que tel. Aujourd'hui, après la Révolution tranquille, on considère, ben écoutez, c'est normal que les handicapés aient des droits, qu'on soit capable d'aménager on tienne compte de leurs conditions pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent apprendre sans trop de problèmes en tant que tel. Donc, en dépit justement des éléments qui sont relatifs à leurs conditions. C'est aussi la question, évidemment, c'est la question linguistique qu'on a parlé. Et ça, la question linguistique, elle découle non seulement du nationalisme, mais elle découle surtout de la conception des droits. Il faut bien comprendre que la question linguistique, au début des années 1960, il y a un écart important de richesse et de promotion économique entre ceux qui parlent anglais et ceux qui parlent une autre langue, et particulièrement le français. La commission Norando-Dalton va même considérer que les francophones sont à l'avant-dernier rang en termes de promotion économique en 1960. Et donc, l'avant-dernier rang, c'est tout de même assez bas. Donc, tout le débat linguistique, c'est une façon de faire promouvoir ces droits socio-économiques également. On va le voir avec la loi 22, mais surtout avec la Charte de la langue française en 1977, qui considère que le français est désormais la langue publique au Québec. Donc, ça va permettre, entre autres, à tout un développement de tout un entrepreneuriat francophone qui va faire des affaires en français désormais, mais aussi à toute une promotion socio-économique qui est fondée sur le droit d'être reconnu dans sa langue. Donc, il y a deux éléments, comme je le mentionnais.
il y a une dimension nationaliste qu'on peut voir avec l'éclatement du Canada français. On peut le saisir autour de 1967 avec les États généraux du Canada français et l'émergence du nationalisme québécois. Mais il y a surtout tout le développement du citoyen et de la citoyenne comme quelqu'un qui possède des droits. Et ça, c'est assez difficile de dire quel est l'événement marquant. L'événement marquant, est-ce que c'est, par exemple, la pilule anticonceptionnelle en 1961? Est-ce que c'est, par exemple, les lois linguistiques comme la Charte de la langue française? Est-ce que c'est, par exemple, la Charte des droits de la personne en 1975? En fait, c'est toute une série de petits événements qui marquent une révolution particulièrement importante du point de vue identitaire, celle qu'on considère désormais comme citoyen, comme citoyenne. J'aimerais maintenant qu'on parle des acteurs importants de la Révolution tranquille. On sait que Jean Lesage, c'est l'instigateur de cette révolution parce que c'est lui qui était à la tête du Parti libéral élu. Mais selon vous, quels ont été les autres protagonistes importants de cette période marquante? Je risque de vous surprendre ici. OK, on a souvent tendance à penser que l'histoire est faite par des grands personnages, les grands hommes. Probablement des grandes femmes, mais des grands hommes en tant que tels. Eh bien, la Révolution tranquille, les protagonistes de cette période, ce sont les citoyens et les citoyennes du Québec. Nous avons remarqué, Stéphane Savard et moi, qu'il y a deux mouvements qui sont présents au moment de la Révolution tranquille. Un mouvement qui part, je dirais, grosso modo, des élites du haut vers l'ensemble des citoyens, le bas, mais aussi un mouvement qui part du bas vers le haut. À l'origine, c'est un mouvement qui est mené par des élites qui définissent. C'est-à-dire, quand on parle de Jean Lesage, c'est pour ça qu'on en parle. On parlait, par exemple, de Paul Gérin-Lajoie dans le domaine de l'éducation, de René Lévesque dans le domaine de la nationalisation de l'électricité, de gens comme Georges-Émile Lapalme, par exemple, dans le domaine culturel, Pierre Laporte également dans le domaine culturel aussi, de femmes comme Marie-Claire Kirkland Casgrain, qui est la première femme élue députée au Québec. Donc, ce sont des gens qui ont eu un impact considérable, qui est entouré d'un ensemble de hauts fonctionnaires, d'experts, des gens comme Michel Bélanger, André Marié, Jacques Parizeau, Claude Morin, Yves Martin et d'autres, Guy Coulombe. Cette équipe de technocrates qui ont donné la première impulsion. Par contre, ce qu'on remarque, ce mouvement-là a tendance à s'essouffler à partir de 1971. Donc, c'est un peu moins ces personnes en position d'autorité qui mènent. Dès 1967, ce qu'on voit, c'est le bas. Ce sont les citoyens et les citoyennes qui se mobilisent et qui, eux, demandent des changements. On le voit, par exemple, dans tout ce qui concerne le développement régional au Québec, dans tout ce qui concerne la question de l'environnement, dans tout ce qui concerne la question de la langue et de l'immigration, par exemple. Ce sont des citoyens, des citoyennes qui, par exemple, vont se regrouper dans des syndicats. Bon, les grandes centrales syndicales avec des gens comme Louis Laberge, Yvon Charbonneau, Marcel Pépin. La grande grève du Front commun de 1972, par exemple, a été particulièrement importante là-dessus. D'autres éléments également, c'est par exemple le mouvement des femmes. Le nombre de femmes qui se sont investies dans le mouvement des femmes, par exemple pour l'accès à leur corps, pour la reconnaissance de leurs enjeux. Toute la question des garderies, par exemple, qui était particulièrement importante dans les années 1970 et 80, eh bien, ça participe justement d'enjeux qui sont à l'origine des femmes sur le terrain. Puis il y a évidemment des gens comme Simone Monet-Chartrand, par exemple, qui vont jouer un rôle particulièrement important. Ici, toute la question de l'avortement était particulièrement sensible aussi par rapport à ça. On va le voir aussi avec le rôle des artistes. Les artistes qui vont être capables de mobiliser une passion populaire. On va le voir ça avec les grands rassemblements, comme les fêtes nationales, par exemple, ou encore avec par exemple, la Super Franco-Fête
à Québec en 1974. Mais on va le voir surtout avec beaucoup d'initiatives privées. On va l'avoir beaucoup d'initiatives qui partent du terrain en tant que tel. Par exemple, à la fin des années 60, les opérations Dignité en Gaspésie sont particulièrement importantes parce qu'elles viennent justement d'habitants de villages l'État voulait fermer et s'opposent justement à la fermeture de leur village. Ils s'opposent par exemple aussi à la fermeture de leur village qu'on peut voir avec le parc Forillon, près de Gaspé. Ils vont s'opposer, par exemple, aussi ailleurs au Québec. Par exemple, tout le débat autour de l'aéroport de Mirabel, tout le débat concernant les grandes constructions qui vont se faire dans les villes comme Montréal, le parc olympique, ou Québec, la colline parlementaire. Ça va se remarquer aussi avec les Autochtones. Et ça, c'est un dernier élément qui est particulièrement important. C'est la prise de parole des Autochtones, particulièrement à partir de 1969, au moment que le gouvernement Trudeau veut établir un livre blanc sur les Autochtones, en ne respectant pas les traités précédents, eh bien, les Autochtones vont se donner toute une série d'organismes, l'Assemblée des Premières Nations en fait partie, pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et le coup d'éclat le plus marquant, c'est évidemment le cas des cris au moment de l'arrêt de la construction du barrage de la baie James, lorsqu'ils obtiennent une injonction de la part du juge Albert Malouf, dirigé par des gens comme Billy Diamond, par exemple, eh bien, les CRI ont un rôle important et on doit désormais négocier une convention pour permettre justement le développement hydroélectrique. Cette convention-là va être adoptée en 1975, la convention de la baie James, et c'est la reconnaissance des enjeux autochtones. Ces enjeux autochtones qui sont une reconnaissance partielle parce que c'est un contentieux qui est ancien, c'est un contentieux qui a beaucoup de dimensions qui sont présentes. On le voit par exemple avec la question des pensionnats autochtones, on le voit par exemple avec la question du Nitassisan, c'est-à-dire du territoire de chasse et de pêche, la reconnaissance des droits à cet effet. Eh bien, dans le cas autochtone, c'est un autre élément. Donc, c'est pour ça que je vous dirais qu'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui part du haut vers le bas, des élites vers l'ensemble de la population. Il y a un mouvement du bas, le deuxième mouvement, c'est le bas vers le haut. Ce sont ces citoyens et ces citoyennes qui font pression sur leurs responsables en disant, ben, écoutez, nos enjeux sont importants, vous ne pouvez pas agir n'importe comment, vous devez tenir compte de notre voix. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que les principaux protagonistes de la Révolution tranquille, c'est l'ensemble des citoyens et des citoyens qui ont vécu à cette époque-là, cette période importante de l'histoire du Québec. On sait que le sentiment souverainiste s'est grandement exacerbé durant la Révolution tranquille et a atteint des apogées lors des 2 référendums qui ont eu lieu depuis. Mais j'aimerais terminer sur une note un peu plus actuelle. J'espère que ça ne va pas rendre inconfortable l'historien en vous de parler de choses un peu plus actuelles. Mais je me demande quel est l'état du souverainisme aujourd'hui en comparaison à avant, durant cette période de Révolution tranquille. Est-ce que l'état du souverainisme est-ce que le sentiment souverainiste est encore présent aujourd'hui? Bon, il faut bien distinguer, quand on parle du mouvement souverainiste, comme tous les mouvements politiques, il faut distinguer ce qui est une fin que les moyens en tant que. Les moyens, ce sont les éléments par lesquels, les stratégies par lesquelles on tente d'atteindre cette fin. Bon, depuis 1995, depuis le référendum très serré concernant la souveraineté et le partenariat au Québec, eh bien, là, il y a une espèce de modus operandi, c'est-à-dire on veut pas jouer de manière importante, on veut pas agir de manière importante sur la question souverainiste parce que c'est un élément qui peut éventuellement entraîner un rapport de force défavorable là-dedans. Donc, la question est donc en latence, je dirais. Et donc, le mouvement souverainiste, par rapport à ses moyens, eh bien, on ne tient pas à utiliser ces moyens-là pour l'instant parce que ça peut avoir des impacts importants sur, justement, le rapport de force qui est présent entre le Québec et le Canada. Autre chose également qui est important aussi, c'est que
les fins dans une société, ce ne sont pas seulement que celles de l'émancipation collective, de la souveraineté de l'État, mais c'est aussi celle justement du bien commun. Donc, il y a de nouvelles fins qui sont présentes au Québec. La question environnementale, par exemple, est particulièrement importante. Lorsqu'on parle de changement climatique, écoutez, ça a un impact sur nos vies, ça, en tant que tel. Et ça, il est donc important d'assurer le bien commun. Et c'est normal que ces moyens qu'on employait auparavant, en fonction de la question souverainiste, s'orientent vers d'autres objets désormais. Bon. Est-ce que la question souverainiste est morte? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Par contre, si elle reprend, elle ne reprendra pas de la même manière qu'elle s'est présentée, par exemple, au moment de la Révolution tranquille ou encore au moment du référendum de 1995. Les contextes sont différents. Moi, comme historien, euh, j'insiste beaucoup justement sur la notion de contexte. L'histoire ne se répète pas. L'histoire est tout le temps nouvelle à chacune des fois. Il y a des événements qui sont assez similaires, mais cependant, c'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes réactions, ce ne sont pas les mêmes protagonistes qui sont là. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça peut réapparaître, parce qu'il y a des indices qui l'indiquent, mais de là, de vous dire que j'en suis assuré, là, il faudrait que je ne sois plus un historien ici, il faudrait que je sois un astrologue. Je ne suis pas un astrologue, donc je ne peux pas prédire l'avenir. Donc, je ne sais pas. Monsieur Paquet, merci énormément pour votre belle contribution à ce deuxième épisode du Parloir. Ça me fait grand plaisir.